C'est bon. Est-ce que vous voyez là mon écran correctement? Oui, ça marche. Oui, ça va, ça va, ça va. Ça va. Donc, ce Ça va, titre ça va. que j'ai choisi, un peu, un peu cherchant à faire réagir quelques commentaires, peut-être, ou quelques réflexions. L'intelligibilité, une danse de couple. Oui. Euh, Bon, je suppose que vous avez un peu une idée de sur quoi ça part, quelles sont les réflexions que je vais introduire maintenant. Je vais commencer peut-être par me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Oui, je m'appelle Karina Ibáñez, voilà. Je suis prof. Bon, là, vous avez un petit peu de mes antécédents, sur quoi je travaille à l'Université de La Plata depuis que je suis partie de chez moi. Je suis née à Chubut, à la province de Chubut. Je suis partie pour la ville de La Plata pour faire mes études et j'y suis restée. Je travaille à l'université depuis... Non, je travaille à l'université depuis un certain temps, mais pas... euh, il s'est passé un moment entre mon diplôme, l'obtention de mon diplôme et le fait que je commençais à travailler à l'université. Mais ça fait quand même presque 20 ans que je travaille à l'université, alors ça fait un moment. Et depuis très tôt, j'ai fait un peu de la recherche, hein, mais au début, c'était de la recherche en oralité en espagnol, avec des collègues d'anglais, d'espagnol. Et je me sentais un peu seule en français, parce que j'étais la seule, voilà. Et j'étais très curieuse de fait de phonétique phonologie. Mais voilà, je n'avais pas avec qui discuter de cela. Et j'avais toujours peur quand je présentais des travaux dans des congrès ou dans des journées parce que je me disais, et si jamais je suis en train de dire n'importe quoi? Et alors voilà pourquoi j'ai créé avec une collègue d'anglais qui s'appelle Marina Grasso le groupe Focus, qui veut dire Fonética, Fonología, Contexto y Uso, qui est un groupe qui réunit des enseignantes chercheurs pour le... Ah non, il aurait fallu que je mette le masculin universel parce que nous avons déjà un intégrant de Rosario. Voilà, mais j'ai mis enseignante chercheur, je l'ai mis à la féminine universelle. Et de 5 universités nationales et 2 instituts supérieurs dans le territoire argentin. Et nous avons, bon, ici, il y a Lorena Sierra, qui est ma collègue de Catamarca. Nous avons des collègues de Córdoba, de Mendoza, de Rosario et de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Et nous, Teresa Tomati et moi, qui sommes des enseignantes à l'Université nationale de La Plata, qui travaillons en français. Alors, c'est un groupe vraiment fédéral duquel je suis vraiment très, très fière. Parce que j'ai réussi à avoir ce que je voulais un peu, c'était un groupe de collègues avec qui on puisse discuter, échanger, réfléchir, nous centrer un peu dans nos réflexions, nous accompagner. Et voilà. Et maintenant, dernièrement, j'intègre donc le projet Prosophone qui est dirigé par Grégory Miras et qui réfléchit à des questions de prononciation en lien avec des représentations sociales et en lien aussi avec des impacts euh, concrets sur la destinée des gens, par exemple dans le milieu de l'emploi. C'est-à-dire comment des questions liées à la prononciation d'une langue, oui, ou à ce qu'on appelle un accent, vont avoir un impact effectif, concret et mesurable dans l'employabilité des gens, par exemple. Ce qui est vraiment très, très fort. Voilà, et c'est un groupe de recherche aussi passionnant, composé par des gens qui sont vraiment magnifiques et dans lequel j'apprends tous les jours aussi. Euh, donc voilà. Donc, le plan de l'atelier. Je vous propose un petit atelier en 3 moments. Un premier moment qui serait une entrée en matière, justement pour explorer ces éléments qui sont familiers pour nous,
les particularités de la prononciation, notamment de nos étudiants et étudiantes, de nos élèves, de nos collègues, de nous-mêmes, etc. Puis après, en deuxième moment où on va explorer un peu, aller un peu explorer la diversité pour voir ce que ça donne quand même de penser la, la question de justement de la communication, non seulement du point de vue de celui qui produit le message, c'est-à-dire non seulement du point de vue de la précision, de la correction, etc., de l'adéquation dans ce message produit, mais aussi de comment le message est reçu. Alors voilà pourquoi je vais vous proposer quelques petits exercices pour que vous puissiez réfléchir à cela. Je pense que ça peut être sympathique, ça peut justement motiver les échanges. C'est au moins ce que je voudrais. Et finalement, on va essayer justement de tisser quelques réflexions ensemble par rapport à ces exercices que nous aurons faits auparavant. À l'aide de quelques notions théoriques, mais qui vont être vraiment très générales, mais justement afin de favoriser l'échange. Oui, l'échange à partir de vos expériences et tout. D'accord, on y va? Donc, la première chose que je vous propose, c'est d'aller sur Google Apps. Oui. Si vous avez, je pense que si vous avez la possibilité de le faire depuis votre ordinateur, ça va être mieux. Notamment pour la question numéro 2, parce que la question, voilà. La question numéro 2 a une image qui ne va pas bien se voir sur le portable. Alors, vous pouvez aller sur googlab.com et vous allez entrer ce code. Oui, QGBQMY. D'accord? Et là, je vais vous demander de me lever un petit peu la main ou de me faire signe si vous avez effectivement pu y entrer. Je vais attendre quand même quelques minutes. Attendez, pas si vite, pas si vite. Voilà. Est-ce que vous avez pu y entrer? Non, pas encore. Pas encore, je trouve pas le code. Ah, attendez, je vais vous le passer encore une fois. Non, Merci. pardon, GQBQMY. Je peux quand même le copier sur le chat aussi. Attendez, que j'ai le chat. Voilà. Oh, si je trouvais. Pas ça. Il y a, il y a un petit, il y a un petit signe ici. Prestez attention, no hay ningún voto por el momento. C'est ce que j'ai sur mon écran. Ah oui, voilà. Donc, je vais copier encore le code et je vais y aller pour lancer la première question. Il faudrait quand même que je la lance. D'accord. Est-ce que ça va? Vous avez eu votre question? Oui, maintenant oui. D'accord. Alors, on va avoir pas énormément de réponses, hein. Alors, je crois que il y a quelqu'un qui vient d'entrer. Maria Carrizo. Maria, on est en train de faire une petite activité sur Google App. Oui, tu devrais entrer sur googlelapp.com et taper le code GQBQMY. D'accord? Mais je pense qu'on risque d'avoir tous les mêmes réponses. Il nous en reste deux
Est-ce que ça va? Voilà le minou qui est entré en scène. Est-ce que tout le monde a pu répondre aux questions? Oui, je pense que oui. Voilà. Donc voilà. Alors, en principe, ce que nous avons, c'est un public absolument uniforme de collègues qui ont des étudiants et des étudiantes, des élèves, des apprenants qui ont l'espagnol comme langue initiale. Oui, à tous les coups. Donc voilà, donc ça c'était la première question. Deuxième question. Dans leurs productions orales, donc dans les productions orales de mes étudiants, ou si je ne suis pas encore prof, dans les productions orales de mes camarades, dans les productions orales des gens autour de moi, qu'est-ce qui met en évidence leur langue d'origine? D'accord? Alors, il me semble que pour cela, vous pouvez, donc ça devrait marcher comme ça, vous pouvez sélectionner une région pour voter. Donc, vous avez un tableau de consonnes. Vous avez un tableau de voyelles et vous avez un petit tableau avec grosso modo, de manière très grossière et très générale, trois aspects suprasegmentaux ou prosodiques pour justement incorporer comme étant des caractéristiques qui mettent en évidence le parler, la langue initiale. Oui, des apprenants, des apprenantes, des collègues, des camarades. Donc, dès que vous commencerez à choisir les phénomènes, euh, vous allez, bon, en fait, je vais commencer à voir là des points qui apparaissent sur mon écran. D'accord? Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a des questions liées à l'accentuation, c'est-à-dire la distribution de proéminence accentuelle et le rythme qui mettent en évidence que les productions autour de moi, ce sont des productions propres d'un hispanophone ou d'une hispanophone. Oui. Je fais une petite parenthèse pour demander à Maria et à Rafaela qui viennent d'entrer si tout se passe bien, si vous avez pu entrer en route la Ouplap. Bonjour. Bonjour Oui, Marie. D'accord, super. Et est-ce que, encore une question, parce que ce n'est pas évident, est-ce que l'alphabet phonétique international, vous êtes familière, je suppose, avec l'alphabet phonétique international et les symboles phonétiques pour représenter les consonnes et les voyelles? Ou il y a quelqu'un, parce que je peux faire une petite lecture, hein, on a le temps. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai seulement deux personnes qui m'ont dit que ce sont des questions liées à l'accentuation, qui mettent en évidence le fait qu'il s'agit d'un hispanophone ou d'une hispanophone lorsque la personne parle en français. Je peux détecter cela. Je vais attendre, hein. Il y a au moins trois petites bulles qui devraient surgir, trois personnes qui devraient donner encore leur avis. J'ai quelques problèmes avec Ouplap, donc je suis sortie encore une fois, donc je récopie les codes et je rentre. C'est Je ne pas sais pas évident, pourquoi. d'accord. Ne t'inquiète pas, on a tout notre temps. Donc, je vais encore recopier le code. Viviane m'a dit qu'elle ne peut pas. J'ai encore recopié le code, Viviane. Attendez, il faut que je vienne à la salle d'attente parce qu'apparemment, il y a des gens.
Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un, en fait, est-ce que ça va? Ça a marché pour voter? Vous avez pu le faire? D'accord. Il y a quelqu'un qui a marqué. Attendez, je vois. Qu'est-ce qu'il y avait là? Oui, voilà. Il y a quelqu'un qui a voté quelque chose en dessous du que. Oui, dans les consonnes. Oui. Des questions liées au rythme, oui, à l'accentuation. Peut-être qu'il n'y a pas dans cette liste des phénomènes que vous voudriez remarquer ou que vous voudriez expliciter comme étant des phénomènes qui sont caractéristiques des gens hispanophones lorsqu'ils parlent en français. Je ne sais pas si vous me direz. Je ne sais pas si je me trompe. Moi, je fais Et une... je sais pas, mais en fait, moi, je suis pas sûre si je peux et choisir deux ou trois options ou je Oui, dois oui, oui, bien juste sûr, en bien sûr. choisir Vous une. pouvez choisir plusieurs options, c'est ça. Oui. C'était ça l'idée, justement. Oui, parce qu'en général, il y a un D'accord. ensemble de Oui, caractéristiques et pas seulement une seule. Oui, effectivement. Oui, tout à oui, fait. mais en fait, moi, j'ai des faits et je crois que c'est une seule qui s'est validée. Je sais pas. Ah, d'accord. Oui, ça devrait Je vais marcher comme réessayer. ça. Je vais réessayer. Ne t'inquiète pas, c'est très... Merci pour ta patience. Non, non, merci à toi. Donc, il y a quelqu'un qui a ajouté l'intonation. Oui, la question de l'intonation, mais en fait, comme il y a l'intonation qui, en fait, met en évidence, oui, en hispanophone lorsqu'il parle français, d'accord? Est-ce que les gens qui n'ont pas encore voté ont des difficultés? Vous avez des doutes? Vous avez des questions? Euh, Bonjour Marcella, comment vas-tu? Ça va? D'accord. On est en train de venir dans le wooklab.com et de taper ce code pour pouvoir voter. Oui, le code c'est GQBQMY pour pouvoir voter soit dans la prononciation de nos apprenants ou apprenantes, met en évidence qu'ils sont des hispanophones. Oui. Ah, voilà, la question du E. Voilà, il y a des choses qui commencent à être celles que j'attendais. Voilà, c'était au niveau de mes intuitions, hein. Ce n'est pas que ce soit bien ou mal, d'accord? Et attendez, parce que ça commence à se peupler un peu. Il y a quelqu'un qui dit le je. Effectivement, le je étant une fricative sonore qui n'existe pas en espagnol, pose problème. Oui, et il y a beaucoup de nos étudiants ou étudiantes ou apprenants, apprenantes qui ont des difficultés à articuler cette fricative sonore. D'accord. Bien. Bien. Est-ce que tout le monde a fini de voter? Oui, Oui. je pense que oui. Mais Ça, je pense que j'ai constaté que c'était une seule option pour moi. Je sais pas ah, si c'est d'accord. donc C'est oui. dommage. Oui, ça n'a pas Ah très oui, bien été. Viviane a dit aussi. Ah, d'accord, c'était qu'une seule option. Ah, c'est pas Ah, terrible, je hein. sais Mais pas. est-ce que vous voulez mettre dans le chat des choses que vous voudriez ajouter? Comme ça, on peut continuer la discussion. Étant donné que je n'ai pas été aussi habile avec Google App pour justement donner toutes les options possibles. Oui, si vous voulez compléter vos impressions dans le chat, je peux lire et cela me paraît très intéressant. Donc, je répète, quoi dans les productions des élèves met en évidence que c'est l'espagnol, sa langue initiale. Oui, ou que, bah, en fait, si je parle des élèves, que c'est l'espagnol leur langue initiale.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le chat de la réunion? Je peux lire et on peut échanger un petit peu. D'accord. Il y a donc pour l'instant le ze aussi. Très bien, la prononciation de ze et de je. Donc là, vous voyez, c'est très intéressant parce qu'il y a les deux fricatifs sonores du français qui n'existent pas en espagnol, qui posent problème. Oui. Et on ne veut pas on peut se rendre compte par la prononciation du effectivement. Effectivement, ça met en évidence un hispanophone. Parce que nous, nos hispanophones, on a tendance à toujours prononcer e. Oui, un e moyen, mais palatal, entre le e fermé et le e ouvert du français, et, oui, un e par là, qui va remplacer aussi bien e que e. Oui, parce que l'option labialisée, nous ne l'avons pas. Donc, tout à fait. Ça va mettre en évidence qu'il s'agit des hispanophones qui parlent en général, parce que des fois, il y a des et qui passent à la place de e. Oui, donc voilà, tout à fait. Et puis après, vous avez dit des notions de intonation, des questions liées à l'intonation, c'est-à-dire à la mélodie des phrases, et des questions liées à l'accentuation. Si vous pouvez, est-ce que vous pourriez me dire sur le chat quoi, en rapport à l'intonation, met en évidence un hispanophone lorsqu'il parle français? Je vous laisse quelques minutes pour remarquer que vous pouvez le faire à l'oral aussi. Oui, ce serait très bien quand même. Alors, il y a quelqu'un qui a marqué l'intonation. Oui. Peut-être qu'on a pensé, je ne sais pas, à l'intonation des questions, aux intonations montantes, aux intonations descendantes, aux intonations plates, je ne sais pas. Euh, Et sinon, les gens qui ont répondu des questions liées à l'accentuation. Oui, quand je parle de accentuation, je parle de la distribution des proéminences accentuelles. Vous savez, une proéminence accentuelle est une syllabe qui va avoir un poids par contraste avec les syllabes voisinantes, les syllabes voisines. Euh, voilà. On dit que on confond des fois quand la phrase est interrogative ou exclamative. Oui, peut-être des fois il y a des questions, des limites, vous savez, entre une montée mélodique qui est propre d'une interrogation non marquée, je pourrais dire. Par exemple, Paul va venir, oui, et une interrogation ou une phrase exclamative, Paul va venir, oui. Alors là, la limite, ça peut poser problème. Et là, je vous pose la question. En espagnol, la limite entre les interrogatives non marquées et les exclamatives est-elle bien définie et tranchée d'avance ou elle est floue comme en français? Elle est tout à fait floue comme en français. Voilà. C'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose, tout à fait. Et il y a Viviana qui dit les différents types de E. Effectivement, donc des fois, il y a des difficultés à prononcer correctement, donc notamment E, qui est labialisé, oui, qui n'existe pas en espagnol, mais aussi des fois, si je veux enseigner la différence entre et est, oui, des fois, c'est une différence qui peut poser problème, oui, à des étudiants ou étudiantes, apprenants, apprenantes.
Je dis toujours étudiant parce que j'enseigne à la fac, mais je devrais dire apprenant. Euh, mais voilà, justement, le fait qu'en espagnol, il n'y ait pas de voyelle à double timbre, c'est-à-dire il n'y a pas de voyelle mi-fermée, mi-ouverte. Nous avons les fermées, i, ou, nous avons les ouvertes et O, et ben, en fait une moyenne par là, et une ouverte complète A, et c'est tout. Alors il n'y a pas le double niveau, oui, d'aperture intermédiaire voilà, qui pose problème justement. Et les hispanophones ne font pas la différence entre des accents du français. Oui, je dirais oui. Peut-être la différence entre des accents, je me demande si c'est quand on parle d'accent de groupe, accent d'existence, c'est ça? D'accord, c'est ça, super. Oui, c'est vrai. Des fois, on a du mal à faire la différence. Nous avons une collègue à Córdoba, justement, Verónica Gebauer, qui, avec Teresa Tomati, une collègue de l'Université de La Plata, sont en train de justement étudier ce phénomène. Parce que Véronica était étonnée que ses étudiants et étudiantes à Córdoba faisaient toujours des accents un peu partout, elle disait. Et c'était vraiment la folie parce que je disais, c'est comme s'ils mettaient des accents d'assistance partout. Et effectivement, il y a toute une question liée à la mélodie, parce qu'en français, il y a toute cette question des groupes rythmiques accentués à la fin, ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta, oui, qui effectivement, qui peut être dérangé, qui peut être altéré s'il y a des accents qui prolifèrent un peu ailleurs, oui, pas à l'endroit habituel qui est la dernière syllabe prononcée du groupe. Oui, ça peut devenir quelque chose de rare pour un hispanophone, pour un francophone qui n'a pas l'habitude d'écouter parler des hispanophones. Justement, très bien, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez ajouter à cela? D'accord. Alors, il me semble que vous avez fait le tour. J'étais surprise que vous n'ayez pas marqué re, par exemple. J'ai été surprise aussi que vous n'ayez pas marqué je, par exemple, que vous n'ayez pas marqué u, que vous n'ayez pas marqué Ah e. oui, oui, Je ne sais pas, oui, hein, c'est mon intuition. Peut-être que ça ne oui, pose pas de problème, mais oui, la oui, différence entre les U, oui, c'est normal que les hispanophones ne le fassent. tout à fait. Donc, des fois, il peut y avoir une confusion entre u et ou. Oui, étant donné qu'en espagnol, U n'existe pas, oui, on voit, on dit le bus, on écoute cela, nous hispanophones, on écoute le bus, on voit une bouche arrondie et on se dit, ah, c'est un O, oui, parce que c'est comme ça que ça marche, oui. Ou au contraire, on écoute, pardon, on lit dans un texte le mot bus, écrit B-U-S, et on dit c'est bus. Oui, parce que la graphie U correspond à OU en espagnol. Voilà, c'est tout à fait normal. Il y a cette confusion, effectivement. Effectivement, c'est typique des hispanophones. C'est tout à fait typique. Et là, maintenant, je vais passer à la troisième question. Vous avez été très bien. Je pense que vous avez été très sensible à tout ce qui constitue donc des particularités des hispanophones ici. Mais maintenant, je vous demande, quelle est votre réaction lorsque vous entendez ces caractéristiques dans le parler de vos apprenants ou vos apprenantes? Vous avez noté des caractéristiques qui mettent en évidence un hispanophone lorsqu'il parle français. Et maintenant, quand vous écoutez les productions de vos apprenants, apprenantes, ces caractéristiques de prononciation, comment vous réagissez? Quelle est votre réaction? Et là, réponse libre. La réponse est anonyme. Je ne vais pas savoir qui a dit ça, qui a dit chaque chose. Donc, vous avez le droit de répondre librement ce que vous voudrez.
Le temps que j'attends les réponses, il y a Rafaela qui vient d'entrer. Rafaela, je t'invite à aller à wooplab.com, saisir ce code pour pouvoir répondre à cette question. Donc, il faut mettre un petit peu en contexte. Quelle est la réaction que vous avez lorsque vous entendez dans les productions de vos études, de vos apprenants, pardon, apprenantes, des caractéristiques qui trahissent l'espagnol langue première? Des réactions, ça peut être n'importe quoi, je suppose, hein? Peut-être, bon, en fait, simplement corriger, faire un commentaire, noter dans le carnet. Je ne sais pas, il peut y avoir des réactions plus affectives. Ouais. Euh, voilà. Hein. Je vous laisse un moment de réflexion. D'accord. Voilà, il y a quelqu'un qui dit que elle pourrait essayer un jeu. Oui, elle propose donc un jeu de rémédiation. Vous voyez, en fait, celui qui prononce le mieux entre tous et entre tous faire la correction. D'accord? Alors, quand on écoute, voilà, c'est bien, c'est une possibilité, tout à fait. Ça, c'est très bien parce que en général, c'est intéressant de pouvoir donner une issue ludique à quelques problématiques pour essayer de les figer tout en sécurisant les élèves. Oui, pour essayer de mettre l'accent sur le fait qu'on est en train d'apprendre, donc il n'y a aucune honte à avoir de parler, mais que justement on peut parler et pratiquer pour justement pour mieux s'approprier de la nouvelle langue. Alors ça, ça me paraît une très très bonne option. Voilà. Mais je n'ai qu'une réponse jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous n'avez pas de réaction quand vous écoutez vos élèves euh, avoir prononcé avec des caractéristiques propres de l'espagnol. Je vais attendre encore un peu. Voilà, je n'ai plus de réponse. Vous n'avez pas d'opinion? Vous n'avez pas de réaction particulière? Voilà, peut-être que vous n'avez pas de réaction particulière et, et que ça passe. Oui, tout simplement. Voilà.
Mais justement, puisque justement, comme on est dans un atelier, moi, je travaille sur la question de la prononciation. Je m'attendais à ce qu'il y ait des réactions justement par rapport à la question de la prononciation ou par rapport à la question liée à des difficultés de prononciation. Mais n'empêche, hein, ça va. Donc, fini pour notre petit test WOGLAP. Merci beaucoup. Et je vais revenir. Ça va ou il vous fallait encore du temps? Lore, il te fallait encore du temps? Non, en fait, moi, j'ai envoyé, on m'a dit que j'ai bien, ma réponse est bien envoyée, mais je Elle la vois n'apparaît pas pas. ici. D'accord, elle n'apparaît pas ici. Non, Attends, je vais essayer de donc, rafraîchir, voir ce que ça donne. Tu peux le dire à l'oral si oui, ça ne en te fait, dérange pas. moi, j'avais mis en situation d'enseignement-apprentissage, j'ai fait un geste de surprise pour provoquer la rémédiation. Ah, Voilà, d'accord, très bien. Voilà, c'est ça. voilà, ça est apparu finalement. Super. Donc, un geste de surprise, justement. Alors, voilà, on écoute quelque chose lié à et, e, ou à ze, ou à je, et peut-être que si on fait un geste de surprise, cela provoque une réaction chez l'apprenant. Oui. Euh, est-ce Oui. que, est-ce que c'est toujours évident? Et parfois, moi, je savais pas comment décrire mon geste, mais j'élève mes sourcils comme ça, et bon, ils s'est rendu compte qu'ils ont fait une petite déviation par rapport à la norme. Et après, bon, ils D'accord. réfléchissent et parfois ils corrigent. Et sinon, c'est aux camarades de corriger. D'accord. Alors, ça, c'est intéressant Mais parce c'est que des pas évident. fois, oui, voilà, c'est pas évident parce qu'il se peut qu'avec un geste, donc, ils sont déjà prévenus qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Et pour arriver Oui. à la rémédiation ou à la correction, je pourrais dire, bon, en fait, on fait appel aux intuitions des camarades, oui, aux commentaires des autres. Ça, c'est intéressant aussi parce que des fois, ce sont des erreurs qui se répètent. Oui, qui sont un peu plus ou moins Mhm. communs, oui, au groupe classe. Et alors, on peut discuter comme ça. Et des fois, effectivement, il faut voilà, venir en aide en expliquant. D'accord? Voilà, Oui. tout à fait. Oui. Tout à fait, c'est ça. Oui, voilà. Donc, en général, c'est ça. Oui, justement. Et du point de vue de vos émotions, de vos ressentis, il n'y a rien en particulier à écouter les élèves lorsqu'ils parlent avec des caractéristiques qui sont propres des hispanophones. Pas de souci. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai une collègue qui, à côté de ses cours de français, langue étrangère, donne des cours d'espagnol, langue étrangère. Oui, et là, donc elle donne des cours en ligne et elle a des élèves en ligne à qui elle enseigne l'espagnol. Je ne sais pas si tu as écouté l'anecdote, Lorena, peut-être oui. Et cette collègue m'a dit un jour qu'elle sentait qu'elle était beaucoup plus indulgente avec ses élèves qui apprennent l'espagnol qu'avec ses élèves qui apprennent le français. C'est-à-dire elle corrigeait, elle s'exaspérait, ou bon, en fait, elle signalait les erreurs qui apparaissaient dans la production des Argentins qui voulaient apprendre, qui étudiaient le français, alors que pour les erreurs qui apparaissaient chez les étrangers qui voulaient apprendre l'espagnol, cela passait, oui, gentiment. En fait, pas noir et blanc, hein, mais elle disait, je suis plus indulgente avec les élèves qui apprennent l'espagnol. C'est curieux, oui, parce que on a toujours des difficultés quand on apprend une langue étrangère et il y a toujours des erreurs qui apparaissent et il y a toujours des erreurs plus ou moins importantes qu'il faut signaler, qu'il faut essayer de remédier, etc. Dans les deux langues, oui. Alors que peut-être qu'il y a une différence par rapport à nos attitudes vis-à-vis des langues, oui. Peut-être que la langue que nous parlons Oui. comme étant la langue première, on a une attitude.
Oui, X, alors que la langue que nous parlons comme langue, parce que nous avons étudié pour devenir professeur de français, nous sommes peut-être plus exigeantes. Je ne sais pas. C'est le cas de ma collègue. Oui, je vous dis justement cela. Voilà, mais c'est très intéressant. En tout cas, je vous remercie pour vos réponses. Et je vais revenir encore sur ma présentation qui se pose, hein. Et c'est effectivement, parce que moi, je suis partie sur des questions qui présupposent peut-être que toutes les caractéristiques d'un hispanophone qui parle français constituent des erreurs. Mais je vous demande d'utiliser la réaction. Je ne sais pas si vous pouvez réagir. Oui, et lever la main. Vous pouvez lever la main? Attendez, oh, voilà. Il y a aussi Alejandra qui a répondu quelque chose par Il y a rapport aux Alejandra. réactions. Merci. Merci Alejandra. Oui, attendez. Euh, Dans mon cas, je n'aurai pas de réaction, mais ensuite, hein, voilà. Ah oui, ça semble intéressant. Attendez que je descends pour voir. Mais ensuite, je travaillerai pendant le cours. Ça, c'est intéressant. Oui, le fait de dire, bon, je ne vais pas réagir dans le moment pour ne pas interférer la prise de parole, mais je vais travailler par la suite où je vais peut-être préparer une petite capsule de prononciation ou autre pour justement travailler ces difficultés. Tout à fait, cela me paraît vraiment très important. Tout à fait, je suis d'accord. Oui. Mais là, je vous propose de lever la main. Alors, ou vous levez la main, soit dans votre caméra, soit avec l'icône de lever la main. Oui. Pour répondre à cette question, les particularités que vous avez notées dans la question 2, oui, les particularités qui mettent en évidence un hispanophone qui parle français, constituent toujours des erreurs. Qui pense que oui? La question est si ces particularités constituent toujours des erreurs. Qui parmi vous pense que oui, que ces particularités constituent toujours des erreurs? Bon, je vais aller par la négative. Qui pense que non, que ces particularités ne constituent pas toujours des erreurs? Qui pense que ces particularités ne constituent pas toujours des erreurs? Levez la main, s'il vous plaît. Voilà, il y a Lorena qui pense que ces particularités ne constituent pas toujours des erreurs. Oui. Et tout le reste n'a pas d'opinion. Voilà. Voilà, on n'a pas de chance. Oui, tout le reste. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, là, pour pouvoir répondre à cette question, il nous faut du contexte, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. Mais je suis d'accord avec la réponse donnée par Lorena. Tout à fait. Ces particularités ne constituent pas toujours des erreurs. Donc, la deuxième question, y a-t-il des erreurs de prononciation qui ne soient pas en rapport avec la langue initiale des apprenants? Qui pensent que dans les productions de nos apprenants ou apprenantes, il y a des phénomènes qui ne sont pas en rapport avec la langue initiale? Ceux qui pensent cela, levez la main, s'il vous plaît. Voilà. Tu dis, Lore, il y a dans les productions des apprenants des phénomènes qui ne peuvent pas s'expliquer par la langue première. Non. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que non, qu'il n'y a pas d'erreurs qui ne puissent pas s'expliquer par la langue première, que toutes les erreurs peuvent, à coup sûr et dans toutes les circonstances, s'expliquer par la langue première des apprenants? Donc, effectivement, je suis d'accord encore avec Lorena. Oui. Il se peut qu'il y ait dans les productions de nos apprenants des phénomènes de cette production qui ne peuvent pas tout à fait, toujours, dans tous les cas, s'expliquer par la langue première. Oui, et ça, c'est très habituel. Ça, c'est très habituel. Voilà, il y a beaucoup de phénomènes. Et cela, c'est quelque chose qui a donné lieu
à les chercheurs et les chercheuses qui ont travaillé sur la question de l'interlangue, oui, a expliqué justement que cette notion d'interlangue permet justement de justifier ou de cadrer l'émergence de ces particularités. En tout cas, on peut être plus ou moins d'accord avec la théorie de l'interlangue, mais ce qui est certain, c'est que cela est précis, cela est exact. Oui. Je ne peux pas dire que toutes les erreurs de mes apprenants peuvent s'expliquer par leur langue première. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des phénomènes qui vont surgir, qui peuvent être en rapport avec d'autres circonstances. Le cas le plus courant, ou un cas assez courant, c'est le cas des élèves qui apprennent l'anglais à côté et qui ne vont pas dire bonjour, mais ils vont dire bonjour, bonjour, oui, avec un R rétroflexe de l'anglais, oui, qui vont utiliser le R de l'anglais, oui, à la place du R du français parce qu'ils ne l'ont pas encore incorporé. Ils savent que c'est un son différent, oui, mais ils utilisent quelque chose qu'ils connaissent déjà d'une autre expérience avec la langue. Et Marcella lève la main. Dis-moi, Marcella, oui. Oui, j'ai beaucoup noté ce problème hein, sur des élèves qui apprennent l'anglais Oui. et n'ont pas la bonne prononciation de l'air, lu, par exemple. Oui. Oui, c'est Oui, ça, c'est ça. c'est Oui, vrai. parce que ce n'est pas facile, oui, mais ça peut arriver, effectivement. Alors là, vous voyez, il y a des choses de ce type. Moi, je me souviens que j'avais une petite élève qui disait bonjour, bonjour, oui. Oui, c'est vrai. Et, et effectivement, c'était la même chose, mais c'était génial parce qu'elle avait détecté que le jeu français avait un bruit de friction. Oui, et elle ne pouvait pas saisir comment est-ce que ça se produisait. Mais donc, elle cherchait à produire une friction dans sa bouche. C'était génial. Oui. Et elle a fait cela jusqu'à ce qu'elle a pu incorporer bonjour après, par la suite. Et c'était, voilà, ce sont des chemins, tout cela pour vous dire que le parcours que chaque personne va faire pour s'approprier de la langue ne va jamais être le même. Je suis désolée, Raphaël, mais je crois que je vais, voilà, te mettre en sourdine parce qu'il y avait un bruit. Après, tu me dis si tu veux, je peux réactiver le son, si tu veux parler. Voilà, tout à fait. Alors, tout cela pour vous dire, mais je pense que vous êtes assez tranquille. Mais en général, j'ai écouté beaucoup de professeurs qui enseignent le français général, en général, qui se désespèrent avec leurs élèves qui prononcent comme un Argentin qui parle français. C'est tout à fait normal de prononcer comme un Argentin qui parle français. D'ailleurs, on est Argentin et Argentine. Mais cela est un processus. Et dans ce processus, il faut savoir que tous les phonèmes du système n'ont pas le même poids dans la communication, que tous les contextes n'ont pas le même poids dans la communication. Alors voilà, il faut commencer à réfléchir sur ces questions pour pouvoir justement modérer les exigences en ce qui concerne la prononciation, parce que la prononciation est un élément extrêmement pluriforme qui peut causer un certain stress lors de la prise. Alors voilà, c'est bien de fois de pouvoir relativiser un peu. Et ici, donc, pour revenir un petit peu au tableau que j'avais mis sur Wooglab, la question, ce serait de réfléchir à qu'est-ce qui constitue une erreur? Oui, en français, qu'est-ce qui constitue une erreur? Est-ce que la question, ce serait, est-ce que, parce que quand on pense à la grammaire normative, oui, toutes les productions qui sont déviantes par rapport à la norme constituent des erreurs. Oui. Mais en phonétique phonologie, oui, on a comme une sorte de double échelle, oui, dans cette discussion de ce qui constitue une erreur. Et je vais me permettre de reformuler la question.
Et la question que je préfère est qu'est-ce qui peut nuire, oui, à la compréhension? Pas qu'est-ce qui constitue une erreur, mais qu'est-ce qui peut nuire à la compréhension? C'est-à-dire, quel phénomène parmi l'ensemble de phénomènes caractéristiques de nos apprenants, oui, hispanophones, sont capables de nuire à la compréhension? Je vous donne un exemple. Si vous avez un item du type euh, euh, jambe, oui, un jeu sonore. Est-ce qu'il existe en français le mot chambe? Chambe, C-H-A-M-B-E, que je sache, non. Et là, je suis en problème parce qu'il se peut qu'il existe et je ne le connais pas. Oui. Ou est-ce qu'il existe peut-être le verbe chamber? Peut-être il y a un verbe chamber que je ne connais pas. Oui. Et je dis je chambe, tu chambes, il chambe. Je ne sais pas. Ouais. Alors, si j'ai une élève qui dit j'aime porter de jupe pour montrer mes jambes, oui, il se peut qu'il y ait peu de risques de confusion et que dans le contexte, la personne francophone puisse comprendre qu'il s'agit des jambes et non pas des chambres, oui, dont elle parle. Alors que si je dis les livres que j'ai lus hier étaient très intéressants, oui, comment vous pouvez écrire cette phrase? Et je vous préviens, c'est un piège, c'est un piège, c'est un piège. Comment vous pouvez écrire cette phrase? Je vous invite à l'écrire sur le chat. Je répète la phrase. Les livres que j'ai lus hier étaient très intéressants. Qui est-ce qui pourrait écrire cette phrase sur le chat? Vous voulez que je répète la phrase? Oui, s'il te plaît. Les livres que j'ai lus hier étaient très intéressants. J'ai reçu deux réponses qui ne sont pas les bonnes. Trois. Ça se trouve que hier, j'étais vraiment très enrhumée au lit. Oui, et j'ai dû prendre un congé maladie. Et j'ai lu non pas un, mais plusieurs livres. Et voilà pourquoi j'ai dit, attendez, laissez-moi essayer d'écrire. Comment est-ce que je... Se congeló, congeló. Oui, C'était le livre, Karina? Le livre ou les non, livres? j'ai dit les livres. J'ai dit les livres. Ah, C'est les pour ça, livres, j'ai dit oui, les oui. livres. J'ai dit Pardon, les livres. pardon. J'écoutais-le. C'est bien, les livres. Après, était. Les Oui, oui, verbe voilà. était. Voilà, voilà. Oui, 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 oui. Alors, vous voyez que donc il faut la bonne réponse serait une réponse au pluriel, n'est-ce pas? Où je dis les livres étaient. Oui, je ne sais pas si vous avez eu ma réponse. Voilà, désolé. Oui, les livres. Pourquoi? Parce que pour que je parle d'un livre que j'ai lu hier, il aurait fallu que je prononce le livre que j'ai lu hier était très intéressant.
Oui, le livre que j'ai lu hier. Et là, vous voyez l'importance de ce phénomène de la confusion de e et, oui, qui est crucial en français. Pourquoi? Parce que e et sont deux sons qui peuvent apparaître dans un même contexte, oui, dans un même contexte, en position inaccentuée en plus, parce que je ne vais pas dire le livre que j'ai lu hier. Non, je dis le livre que j'ai lu hier. Oui, c'est inaccentué. Euh, dans un contexte identique. Et là, juste la seule prononciation, le les, va faire la différence entre le singulier et le pluriel. Donc là, vous avez la différence vraiment entre un phénomène qui est marginal, quelques cas de sonorisation et sonorisation de jeu comme chambre, la chambre, oui, et un phénomène qui est central comme la bonne prononciation de le, les. Oui. Donc, tout cela pour vous dire que tout ce tableau très joli avec toutes les consonnes, voyelles, phénomène pardon, phénomène prosodique ne sont pas tous à la même hauteur. Oui, ils ne portent pas tous atteinte à la compréhension dans tous les contextes. Oui, et il faut réfléchir à cela aussi parce que ça peut être intéressant pour nous en tant que prof. D'accord? Voilà. Et maintenant, on va passer à la partie que je préfère et c'est celle de travail. Ah, excusez-moi. Il y avait encore quelques réflexions. Les réflexions que je vous propose de faire, ce sont celles-là. Oui. D'abord, si l'occurrence du phénomène entraîne une interprétation différente de l'énoncé, oui. Par exemple, ça, le livre, les livres, la chambre, la jambe, etc. Oui. Vous avez vu qu'il y a des différences dans l'interprétation des énoncés, et que tous les phénomènes ne portent pas atteinte de la même manière à la compréhension. Et en plus, il faut tenir compte d'une autre chose, et c'est que la compréhension ne peut pas être, en fait, la compréhension ne peut pas être compensée par des éléments d'ordre lexical ou syntaxique. Oh, attention, il y a une erreur sur syntaxique. Il faut corriger. Oui, merci. Euh, ou syntaxique. Oui, voilà. Je dis, par exemple, l- les gâteaux, non, parce que là, il n'y a pas de S qui se prononce dans le participe, mais oui, en fait, en général, des fois, s'il y a une erreur qui émerge dans la prononciation, cette erreur peut être compensée par d'autres éléments, par l'émergence d'autres éléments de type lexical, de type syntaxique, la construction des phrases, l'agencement, la disposition des mots ou les mots eux-mêmes. Et pour cela, il y a le cas de la recherche que vous faites, Lorena. Lorena est en train de faire une recherche avec d'autres collègues de trois universités nationales, justement, en fait, des deux universités nationales et un institut supérieur portant sur l'intelligence artificielle. Oui, Et elle tombe sur le constat que l'intelligence artificielle peut écrire correctement en français une phrase qui a des erreurs de prononciation. oui, Et des fois, on se dit, comment ça se peut? Oui, comment je vais faire pour convaincre mon étudiant qu'il faut qu'il corrige sa prononciation si le chat GPT le comprend? oui, bien sûr. Mais c'est justement cela. C'est que dans le logiciel d'intelligence artificielle, il y a non seulement un dictionnaire en termes de segments phonologiques, mais aussi des dictionnaires au niveau lexical et au niveau syntaxique, oui, qui permettent, oui, de faire des inférences à la machine et d'arriver à une production presque sans erreur. Oui, même si la production de l'élève comportait des erreurs de prononciation. Oui. Alors Oui, voilà. Tu me diras si c'était comme ça, Lolé. oui, c'est comme ça. Et en plus, et plus et la machine apprend en continu. Donc,
toutes les fois que tu passes, par exemple, des exemples de voix à texte, ça continue à prendre la machine. Donc, c'est, pour moi, c'est magique, quoi. C'est magique. Donc, je Tout sais à pas fait. si... En tout Oui, cas, c'est comme c'est ça. vrai. C'est comme ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, voilà. Et donc, maintenant, oui, on va venir dans la partie que je préfère. Euh, je ne sais pas si je vais vous laisser travailler en plusieurs groupes. Je pense que je vais vous proposer de travailler tous ensemble dans un seul groupe. D'accord? Alors, est-ce que vous voyez la consigne là-bas? Donc, en groupe, vous allez écouter quatre échantillons de paroles de 15 secondes environ. Vous devez répondre aux questions sur chaque échantillon de paroles. D'accord? Alors, vous allez dans ces drives collaboratifs, oui, j'ai mis quatre échantillons de paroles, numérotés de 1 à 4. Oui. Pour chaque échantillon, vous devez répondre aux questions qui sont là, mais vous les avez dans le drive aussi. Vous allez, pardon, vous les avez dans le drive et ici, oui, attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble le drive. Et pour que vous travailliez tranquille, je ne vais pas venir à l'intérieur des groupes. Comme ça, vous travaillez librement. Je ne sais pas qui sont les personnes, mais ici, vous voyez, j'ai été optimiste, hein. J'ai formé 7 groupes. Mais vous pouvez venir sur le groupe numéro 1, d'accord? Oui. Donc, pour Serait-il possible... accéder à ce fichier, vous devez taper ce lien. D'accord. Je vais le mettre aussi sur le chat. Sur le chat, oui, c'est... Attendez. Bonjour, vous m'écoutez? Pardon, il se produit une erreur, je ne sais pas. Donc, voilà le drive collaboratif. Oui. Vous allez taper sur cette adresse, sur ce code, et vous allez être dirigé vers, attendez, je vous montre, vers ce site. D'accord? Que là, vous voyez, vous tapez ce code, vous allez être redirigé sur ce site. Et sur ce site, vous avez 4 audios, 4 échantillons de paroles. D'accord? Excusez-moi, il me semble qu'il y a un problème avec Internet. Je ne sais pas. Oui, donc je vais encore partager mon écran. Je vous disais que si vous allez sur, voilà, si vous cliquez sur le lien sur ce site, où vous avez 4 échantillons de paroles et une feuille de calcul Excel. Ouais.
Donc, pour chacun de ces textes, vous allez répondre à ces questions. D'accord? La première question, c'est vous avez été capable d'identifier le thème du texte à partir de la première écoute. Combien d'écoutes vous avez dû faire pour comprendre tout le texte? Comment pouvez-vous décrire ce texte? Réponse libre là, hein. Comment pouvez-vous décrire? Vous mettez vos commentaires comme vous voudrez. Réponse, question numéro 4. Que pouvez-vous dire du locuteur ou de la locutrice? D'accord? Donc, je vais vous proposer d'aller dans une petite salle. Comme ça, vous travaillez librement sans que euh, je puisse vous interrompre. D'accord? Euh, je suis en train de chercher. J'avais trouvé tout à l'heure, mais j'ai perdu. Ah, voilà. Une salle. Voilà. Je vais vous envoyer donc toutes à la salle numéro un et vous allez compléter la fiche correspondant au groupe numéro un. Il va vous falloir donc écouter les 4 échantillons et vous allez travailler avec, d'accord, librement. Est-ce que ça vous va si on se dit on prend 15 minutes pour ce travail? En tout cas, vous me tenez au courant. Je vais être attentive au chat, d'accord? Très bien. Moi, j'ai acheté le sac à main bleu et le parfum pour mon ami. Puis, on va manger. Je vais préparer des pizzas, le poulet rôti, les steaks hachés, les poissons, beaucoup de salades, etc. Bon, voilà. La première question je vous posais dans cette feuille de calcul était si vous partir de cette première écoute. De quoi est-ce que la personne parle? Ça va, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, oui, Oui. oui. Moi, Oui. j'ai... Elle a parlé des choses qu'elle a achetées et après les choses pour préparer le dîner, je crois, le repas. Oui, c'est ça. Autre chose? Oui, premièrement, elle dit qu'elle a acheté un cadeau pour une amie. Oui, Oui, c'est ça. un sac Oui, à main. Oui, d'accord. Un sac à main bleu. oui, D'accord. Donc, la réponse serait oui, n'est-ce pas? Vous avez été capable d'identifier lors de la première Oui, écoute. oui, Oui, je pourrais mettre oui. oui, oui. oui. Oui, oui, oui. Super. Alors, combien d'écoutes il aura fallu pour comprendre tout Le le texte. texte? Je le mets à nouveau. D'accord. Moi, j'ai acheté le sac à main bleu et Le deuxième échantillon. Oui. Là, je vais vous proposer peut-être une deuxième écoute pour le premier échantillon. Donc, vous avez pu tout détecter, mais oui, voilà, il se peut que pour des questions de temps, on doit passer. Oui, parce que la deuxième question était combien d'écoutes vous avez dû faire pour comprendre tout le texte? D'accord? Donc, il a suffi une première écoute pour comprendre tout le texte. C'est bien Oui, possible puisque vous avez fait en plus un travail collaboratif et vous avez ajouté des informations aussi. Donc oui. voilà, c'est très bien. Et comment vous pouvez décrire ce texte? Vous voulez le réécouter? Et- oui, moi, j'ai acheté le sac à main bleu et le parfum pour mon ami. Puis, on va manger. Je vais préparer des pizzas, le poulet rôti, les steaks hachés, les poissons, beaucoup de salades, etc.
C'est un texte informatif. Oui. C'est Peut-être que ce soit une conversation par les cellules et par les portables. Peut-être. Oui, oui. peut-être. Oui, c'est informatif parce qu'elle raconte ce qu'elle a fait, ce qu'elle va faire. Oui, Mhm. d'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez dire du locuteur ou de la locutrice? Hmm, comment on Une peut femme décrire? jeune. Oui, c'est une femme jeune. C'est Oui. un texte. On pourrait dire qu'elle n'est pas française, elle n'est pas native. Je sais pas, j'ose pas dire Mhm. Voilà. Oui, en effet, elle n'a pas le français comme langue comme langue. première. Ça, c'est... Oui, voilà. Oui. Voilà, voilà. Oui, oui, oui. Et autre chose? Bon, je vais vous proposer un deuxième texte et il me semble qu'on va être obligé de s'arrêter là. Oui. Euh, Le Noël est très important pour moi parce que je suis avec ma famille et c'est une grande tradition euh, avec le traditionnel dîner. Bien, donc encore la même question que je vous ai posée pour le premier texte. Vous avez été capable d'identifier le thème du texte à partir de la première écoute? Le Noël. Non. Le, le Pour moi, Noël, oui, 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 c'est elle la parle de la princesse. fête de Noël. oui. Oui, Raphaëlla, tu voulais dire? Il parle de le dîner pour le Noël. Tout à fait, oui, 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 c'est ça. Et Lore, tu voulais ajouter quelque chose? moi, je sais pas si c'était mon son, mais j'ai rien compris. Peut-être, je sais pas. Voilà, donc je vais le mettre à nouveau. Le Noël est très important pour moi parce que je suis avec ma famille et c'est une grande tradition euh, avec le traditionnel dîner. Ça va? Il parle de l'importance de Noël chez Tout à elle, fait. chez sa famille. Parce De qu'elle se va, réunir elle en va, famille. ouais, exactement, parce qu'elle va voir sa famille et que Oui, Exact. c'est une fête oui. traditionnelle. Oui, Elle est, oui. je demande, elle est anglophone? Non, Mhm. je crois que Non, non. Hmm. non, elle n'est pas anglophone. On aurait pu dire ça parce qu'elle dit dinner, Oui, dinner. et en plus, oui, elle interpose, c'est-à-dire elle met le traditionnel dîner. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, voilà. Oui, Ah, voilà. peut-être. Un traditionnel dîner, elle dit au lieu Oui, et Oui, voilà. oui. Oui, dinner c'est vrai. et ouais. C'est quelque part. Rétroflex, tout Oui, à peut-être. fait. Oui, tout à fait, Que tout à soit fait. Voilà, bien. Donc, mais en tout cas, vous avez été capable d'identifier le thème du texte à la première écoute. Mhm. Ouais, Et oui, je crois qu'entre une et deux écoutes pour comprendre le tout, n'est-ce ouais. pas? Oui. Pas trop. Voilà. Et vous avez dit que comment vous pouvez décrire ce texte? C'est peut-être la réponse à une question qu'on lui a posée par rapport oui, à la fête, hein, aux fêtes de fin d'année, je ne sais pas. Parce Oui, je qu'elle pense. répond directement, n'est-ce pas? C'est comme une Oui, réponse. oui, Oui. oui, 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 j'ai l'impression. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de la locutrice? Vous vous êtes demandé si elle était anglophone, peut-être? Peut-être qu'elle soit. Oui, d'accord, très bien. Voilà.
Donc, ça, c'est ce petit exercice qui se complétait par deux autres échantillons de paroles. Je vais venir dans ma présentation encore. Voilà. Était justement, avait volonté de vous mettre de l'autre côté de la question de l'intelligibilité. Justement. Alors, pour le premier échantillon, donc vous avez déjà Moi, écouté. j'ai acheté le sac à main bleu et le parfum. Ah, russophone. Oui, voilà, elle est russophone. Oh là là, j'ai perdu. Voilà. On va manger. Je vais préparer des pizzas, le poulet rôti, les steaks hachés, le poisson, beaucoup de salades, etc. Ça va? Et cette deuxième. Le Noël est très important pour moi. Le Noël est très important pour moi parce que je suis entre avec ma famille et c'est une grande tradition avec le traditionnel dîner. Oui, Oui, oui. c'est totalement vrai. Voilà, effectivement. Donc, après, il nous restait deux autres. Mais bon, voilà, on va laisser ici, hein. Tous ces échantillons ont été tirés de l'ouvrage de DT, Racine, Kawaguchi et Echen, La prononciation du français dans le monde du natif à l'apprenant, qui est un ouvrage très intéressant qui est fait à partir du projet Interphonologie du français contemporain, qui inclut des échantillons de paroles en langue additionnelle, justement. Voilà. Voilà pourquoi il y avait cette possibilité de voir des, des différentes façons de parler, en fait. Ouais, un peu. Et alors, la question, donc, c'est qu'est-ce qui entre en jeu dans l'interprétation? Moi, mon exercice avait pour propos justement de vous mettre, comme je disais, de l'autre côté de cette question de l'intelligibilité, parce qu'on a tendance à penser que c'est la personne qui parle qui est intelligible, que si la personne parle bien ou qu'elle maîtrise un certain système phonologique avec des inflexions de la parole ou autre, elle va être intelligible. Mais en réalité, voilà, et voilà pourquoi le sens du titre de ma présentation, l'intelligibilité n'est pas une question de la personne qui parle seulement. Oui, quand nous écoutons de la parole, oui, nous faisons intervenir beaucoup d'éléments, parmi lesquels justement j'ai voulu citer ceci, nos connaissances linguistiques. Nous faisons intervenir nos connaissances linguistiques pour interpréter. Nous faisons intervenir nos expériences personnelles pour interpréter et nous faisons intervenir aussi nos construits et nos biais cognitifs. Et quand je parle de construits et de biais cognitifs, je ne sais pas si vous connaissez ces concepts qui me paraissent tout à fait intéressants. Quand on parle d'un construit, par exemple, nous sommes, en tant que professeurs de français, traversés par beaucoup de construits, dont par exemple celui de la correction. Alors, nous disons, bon, moi, je voudrais parler correctement. Moi aussi, je voudrais parler correctement. Oui, je pense que l'objectif de tous les enseignants et enseignantes, c'est de parler correctement la langue parce que c'est pour cela qu'on a fait des études, parce qu'on veut être un bon enseignant et une bonne enseignante. Donc, on se dit, il faut parler correctement. Mais qu'est-ce que la correction linguistique? C'est un fait qui n'a pas de réponse unique. Oui. Est-ce que la correction linguistique, c'est la façon de parler comme une personne qui est née en France hexagonale? Est-ce que la correction linguistique est celle d'une personne qui est née au Québec, celle d'une personne qui est née au Sénégal, celle d'une personne qui est née ailleurs dans la francophonie? Est-ce que c'est une question de région d'origine? Est-ce que c'est une région de classe sociale? Est-ce que c'est une région de niveau éducatif ou autre? La correction linguistique, oui. Et dans ce sens, il faut toujours mettre en question les questions relatives à des niveaux
à des niveaux d'instruction et la question relative à des représentations. Et les biais cognitifs sont ces sortes de raccourcis de la pensée qui nous mènent à des réponses rapides et faciles, qui sont des réponses du type hypergénéralisation. Oui, par exemple, ah oui, les gens qui prononcent comme ça sont toujours les gens de telle ou telle région, ou les gens qui s'habillent comme ça sont toujours des gens de telle ou telle région, ou ceux qui prononcent comme ceci ou comme cela ont moins de niveau éducatif, ou autre. Oui. C'est facile, donc les biais cognitifs, c'est quelque chose qui est à l'œuvre toujours dans nos pratiques quotidiennes, en tant qu'enseignante et dans notre vie, mais il faut rester vigilant justement et pouvoir avoir du recul et un regard critique justement pour voir si nos façons de penser et d'agir sont traversées par des biais cognitifs qui vont intervenir. Oui. Et voici donc quelques réflexions par rapport à l'intelligibilité, à des concepts d'intelligibilité. Je voudrais juste vous dire très brièvement que le concept d'intelligibilité s'est imposé un peu de nos jours, un peu en concurrence avec le concept de locuteur natif, qui est un peu critiqué de nos jours. Mais il faut être assez critique par rapport à la notion d'intelligibilité parce que la notion d'intelligibilité à elle seule elle constitue elle aussi un construit théorique dont les limites ne sont pas très concrètes. Oui, j'aime beaucoup cette définition de Albuquerque et Alves, qui sont des collègues brésiliens qui travaillent sur la question de l'intelligibilité depuis quelques années, qui disent que l'intelligibilité est un construit et c'est un système dynamique complexe et multimodal. Pourquoi système dynamique et complexe et multimodal? Parce que justement, on tient compte de ce que produit l'instance émettrice, c'est-à-dire ce que produit la personne qui parle, mais on tient compte aussi de ce que met à l'œuvre l'instance réceptrice, c'est-à-dire les personnes qui écoutons, pour interpréter, pour décoder, pour comprendre. Oui, vous savez bien sûr que quand une personne parle, elle ne transmet pas seulement des informations, mais elle transmet, c'est-à-dire elle peut transmettre aussi des informations qui sont liées à ce que la personne dit, mais elle transmet aussi des informations qui sont liées à la personne elle-même. Oui, et on décode tout ce tas d'informations qui sont liées à des personnes. Et voilà pourquoi justement je parlais de l'intelligibilité comme une danse de couple, c'est-à-dire il faut mettre l'accent sur le fait que il n'appartient pas seulement au locuteur de se faire comprendre. Se faire comprendre, c'est un agir à deux, oui. C'est un agir entre la personne qui est en train de parler et là où les personnes qui sont en train d'écouter. Et voilà, voilà pourquoi je voulais vous mettre de cet autre côté, oui, de la réflexion. Alors voilà, et avec ça, j'ai fini avec ma présentation. Je vous laisse, vous avez là mon mail, etc. Et surtout si vous voulez que je vous partage quelques bibliographies, oui, parmi notamment celles qui étaient citées là, si ça vous intéresse, je serai ravie de partager cela avec vous. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné dans cette démultiplication.